Pour Zelensky, c'est très compliqué. Parce que le problème, c'est que les Américains, il a bien senti que les Américains étaient en train de le lâcher. Mmh. Donc, ce qui va se passer entre maintenant et les semaines qui viennent, c'est une course contre la montre. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube, abonnés également de l'application. Merci à vous d'être fidèles à cette émission. Merci de revenir chaque semaine plus nombreux. Aujourd'hui, on est à plus de 520 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, on vous remercie infiniment de nous faire l'honneur de venir nous regarder, de venir partager, regarder nos émissions. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter aussi dès que vous le semblez nécessaire. Ça fait vivre effectivement l'application et ça fait vivre Omerta tout simplement. Je précise également que si vous voulez nous aider, nous ne recevons aucun don du gouvernement français, de quiconque, etc. Donc aujourd'hui, il y a une possibilité de faire des dons défiscalisés et ça nous permet aussi de faire des reportages que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube, mais aussi sur l'application. J'encourage aussi nos auditeurs, nos téléspectateurs à aller s'abonner, regarder cette application. Et je vous signale aussi qu'il est toujours en kiosque Congo, silence on tue, reportage réalisé l'été dernier. Toute la question de la région des Grands Lacs, assez cruciale en ce moment, puisque un accord vient d'être signé entre Donald Trump, le président Kagame et le président Tshisekedi à Washington. Donc c'est un moment important et on analyse tout ça chez Omerta dans ce magazine. Voilà pour les annonces. Nouvelle édition du Grand Entretien. Aujourd'hui, je reçois, on va dire, un habitué d'Omerta, puisque vous êtes venu tout au long de la guerre. C'est toujours vraiment très appréciable de la guerre en Ukraine de vous avoir. Père de Jong, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, alors je vous présente, pour ceux qui ne vous connaisseraient pas, vous êtes un ancien officier colonel des troupes de marine, vous êtes également donc chroniqueur sur LCI, et vous avez, cette particularité, on va dire, d'avoir, ce qui est très intéressant avec vous, c'est qu'il y a le côté toujours opérationnel, il y a les idées, il y a l'échange, mais aussi vous avez de l'expérience, et c'est là-dessus, l'expérience fait souvent pas mal de bon sens, voilà. Et c'est personnellement ce que j'apprécie beaucoup chez vous. Pour commencer, on a une actualité, on va dire, moi quand je travaillais à Paris Match, on disait l'actualité a du talent. En ce moment, elle a pas mal de talent. Parfois, je ne sais pas si vous faites comme moi, mais quand je me réveille la nuit, je regarde ce qu'a dit Donald Trump parce que c'est la journée aux États-Unis, histoire de ne pas louper quelque chose, parce que en une nuit, tout peut changer. Dernière annonce en date, Volodymyr Zelensky qui nous explique qu'il est d'accord pour tenir des élections en Ukraine, à condition que les alliés fournissent des garanties de sécurité. Comment vous analysez ça? Est-ce que vous croyez que c'est réaliste, vraisemblable, ou est-ce que c'est une énième manière pour le président ukrainien de gagner du temps? On expliquera après que les Russes aussi cherchent à gagner du temps, mais pour des raisons un peu différentes. Voilà. En fait, on est rentré dans ce conflit dans une partie très politique. Et c'est Trump qui l'a mis à ce niveau-là. Rappelons-nous, depuis le début de ce conflit, je fais des commentaires, on était dans une partie extrêmement tactique, même pas stratégique, tactique. Vous voyez, c'était la ligne de tranchée, 50 mètres, 200 mètres, etc. Et puis là, depuis l'arrivée de Trump est en train de créer une espèce j'ai pas le bazar, mais en tout cas, il est en train de tout mélanger. En fait, il ramène tout ça au niveau politique. Et c'est là qu'un conflit se règle ou pas. C'est ça le vrai sujet. Donc, pour Zelensky, c'est très compliqué. Parce que le problème, c'est que les Américains, il a bien senti que les Américains étaient en train de le lâcher. Donc, ce qui va se passer entre maintenant et les semaines qui viennent, c'est une course contre la montre. Très concrètement, il a un besoin fondamental du soutien américain, principalement dans le domaine du renseignement, on peut dire ça comme ça. Il a d'autres problématiques, mais que les Européens pourraient éventuellement compenser. Mais pour l'instant, il a besoin de renseignements, et sans renseignements, il ne peut pas faire grand-chose. Donc il doit être bien avec les Américains, mais il sent bien que la machine lui échappe. Quand on voit depuis janvier 2025, quand on voit le nombre de réunions qu'il a eues avec Trump, et c'est vraiment la douche froide et la douche chaude. C'est un coup haut, un coup bas, on ne sait pas très bien. Là, on est rentré dans une phase extrêmement basse, où en fait, on voit bien que Trump est en train d'imposer un tempo, d'imposer un tempo à Zelensky,
Zelensky pour qu'il aille en fait vers une forme de reddition, indéniablement. Il lui laisse pas trop le choix. Et dans cette reddition, il y a un changement politique. Et là, on voit la stratégie russe qui était depuis le début de changer le pouvoir à Kiev et que Zelensky s'en aille et soit remplacé par quelqu'un d'autre. Alors, on en est là. Aujourd'hui, donc, Zelensky, il a compris le problème. Il a une tempe sur la tête, il a un fusil sur la tête, un canon sur la tête qui dit fais les élections et il fallait que tu partes. Et en même temps, s'il ne le fait pas, on voit bien que les Américains vont le lâcher en race campagne. Donc, s'il veut pouvoir durer encore un minimum de temps, il faut qu'il trouve une solution. Maintenant, le réalisme de cette élection, je le mesure mal, puisque, en fait, depuis le début du conflit, on explique que c'est impossible de faire une élection dès lors qu'il y a une guerre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 4 oblasts plus la Crimée qui sont occupés, entre guillemets, par les Russes. Donc, je ne vois pas comment il va pouvoir faire des élections dans cette partie. Oui. Donc, ça veut dire qu'indirectement, ce qui est une façon assez à droite, la partie américaine, c'est une façon assez à droite de dire, comme il n'y aura pas d'élection dans les 5 oblasts, donc Kherson, Zaporizhzhia, le Donetsk et le Louhansk et puis la Crimée, très concrètement, dans ces 5 parties, il n'y aura pas d'élection, ce qui veut dire que, de fait, on reconnaîtrait que cette partie est, je dirais, reconnue aux Russes, ou en tout cas, elle est reconnue comme étant non ukrainienne. Mais ça, on le sent bien depuis un petit moment, que les Russes, d'abord, pas les Russes, pardon, les Américains ont acté le fait que ce que Poutine n'obtiendra pas par la négociation, il va l'obtenir par la force. C'est-à-dire que là, si on regarde le front, pour en revenir les dernières avancées, peut-être à l'exception de la zone de Kupiansk, où c'est vraiment très très disputé, et où les Ukrainiens ont repris un peu des couleurs, on va dire. Mais pour ce qui est de la conquête de Pokrovsk, de celle de l'encerclement de Mirnograd, là, on est à 18 km de Kramatorsk, qui est la principale base, pour le rappeler, ukrainienne, la principale ville, forteresse tenue dans ce qui reste du Donbass. Donc 18 km, ça veut dire que ça peut être très lent, mais et d'un autre côté, au sud, là les Russes cavalent pour le coup, puisque on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient dans les faubourgs de Goulaïpol, à une vingtaine de kilomètres de Zaporizhzhia. Donc là, les choses sont quand même en train de est-ce que de ce point de vue, la réalité ne s'impose-t-elle pas, et donc Zelensky veut gagner du temps, mais les Russes veulent gagner du temps pour conquérir ce qu'il leur reste à conquérir, et les Américains finalement vont dans ce sens-là. On voit bien la relation entre le tactique et puis le politique, bien évidemment. Le problème des Ukrainiens, c'est qu'en fait, ils n'ont pas manœuvré. Le problème, dans une guerre, il y a 2 éléments déterminants, c'est le feu et la manœuvre. Au niveau du feu, grâce à leurs drones, etc., ils arrivent à tenir. Au niveau de la manœuvre, c'est assez faible, très concrètement. Le fait d'être défensif, de toute façon, vous perdez systématiquement ce qu'on appelle la liberté d'action, ce qui est un des principes de la guerre. Donc, ils n'ont pas de liberté d'action. La seule liberté qu'ils aient, c'est globalement de reculer, et puis sous la pression des Russes. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils avaient un modèle de défense linéaire qui est monté du sud vers le nord, pour faire court entre Potrovsk et remontant en direction de Kupiansk. Le problème, c'est que on sait tous que, un endroit fortifié, quel que soit cet endroit, finit toujours par tomber. D'autant que les Russes, aujourd'hui, ont une manœuvre en 2 temps, une manœuvre, je dirais, dans la profondeur, où ils systématisent les destructions, dans les villes, tout ce qui concerne l'énergie, les centrales, les stocks de carburant, etc., etc. Les Ukrainiens font la même chose de l'autre côté, mais le problème, c'est pas la même dimension, donc ils n'ont pas les mêmes capacités, donc il n'y a pas le même impact, bien évidemment. Donc, les Russes procèdent à cette guerre dans la profondeur, et en grignotant, en avançant progressivement vers ses points forts. Donc en fait, le problème, c'est que l'Ukraine n'a aucune chance de garder ses points forts. Potrovsk, il y a 1 an de combat, c'est tombé, la poche de Potrovsk est tombée. On voit bien que les Russes, aujourd'hui, sont ce qu'on appelle une poignée d'éventail, ce qui est très compliqué pour les Ukrainiens. Cette poignée d'éventail de Potrovsk est très intéressante. Tactiquement parlant, là je parle en tant que militaire, c'est qu'en fait, les Russes ont un choix tactique. Soit ils remontent vers le nord, vers Kramatorsk, qui serait effectivement une prise majeure, puisque Kramatorsk, non seulement c'est un point fortifié, mais ensuite c'est tout le centre de commandement et logistique. Là, pour le coup, c'est vraiment le point central du dispositif défensif ukrainien. Donc c'est vrai qu'ils seraient tentés d'aller là. Le problème, c'est toujours la même chose, hein. C'est la guerre du Pacifique avec les Russes. Hein. Soit on prend les unes après les autres et on aura des pertes. Et donc j'imagine que l'état-major russe prend en compte le fait que les pertes peuvent être sévères et ça peut durer un certain temps. D'autant que
ce serait peut-être intéressant pour les Ukrainiens de gagner du temps, encore une fois, et de gagner 1 an ou 2 dans des combats retardateurs. Maintenant, la deuxième option pour les Russes, c'est la cavalcade en direction du Dniepr, en direction de l'Ouest, et vers Zaporijjia. On voit bien qu'aujourd'hui, Zaporijjia redevient une espèce de point central, de point d'équilibre du front. C'est que si les forces de Zaporijjia arrivent à aller vers Zaporijjia, donc vers le centre, vers le cœur du cœur, je dirais, le Dniepr, on est sur le Dniepr, vraiment. Sur le Dniepr, Si cette force de Potrovsk, s'ils arrivent à avoir des forces suffisantes, dans la poignée de l'éventail, dans le choix tactique, soit ils montent vers le nord Kramatorsk, soit ils vont vers Zaporijjia. Et là, on aurait ce qu'on appelle la pointe d'effort. C'est l'effet majeur. L'effet majeur sera de prendre Zaporijjia, et là, ça pose un vrai problème aux Ukrainiens. C'est une stratégie de contournement en direction du nord. On n'en parle jamais, mais aujourd'hui, les Russes peuvent récupérer, entre guillemets, des marges de manœuvre en termes de mouvement, ce qu'ils n'avaient pas beaucoup jusqu'à présent, mais ils peuvent récupérer du mouvement. Jusqu'à menacer Kharkov, vous pensez ? Alors Kharkov, c'est un peu trop au sud, mais je pense qu'il peut y avoir une remontée en direction du Dniepr, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'à partir de cette ligne Potrovsk, Kramatorsk, Kupiansk, on sait qu'à partir de là, le terrain descend en pente libre, en pente douce, en direction du Dniepr. Il y a moins de forêts, moins de villes industrielles. La géographie est à leur avantage. Exactement, et on sait bien que si les Russes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui les Ukrainiens résistent, si les Russes rentrent dans cette partie-là, ça sera plus facile. C'est pour ça que les Ukrainiens ne peuvent pas trop reculer, parce qu'ils auraient pu avoir des lignes préparées à l'avance. Le problème, c'est que le terrain ne s'y prête pas du tout. Cette ligne fortifiée, elle est très importante pour les Ukrainiens. Donc aujourd'hui, les Ukrainiens ne peuvent pas perdre. Et d'ailleurs, on voit bien dans les négociations, dans les discussions qu'il y a avec les Russes, il y a un débat majeur. C'est à partir d'où on discute à partir d'où. Les Ukrainiens disent, nous, on est prêts à discuter sur la ligne de contact, c'est où on en est actuellement. Donc Kramatorsk est préservé, et cette ligne défensive serait préservée. Les Européens sont derrière cette idée parce qu'on peut imaginer que les Ukrainiens pourraient être renforcés avec une force de réassurance qui serait en appui derrière eux, si tant est que les Russes l'acceptent. Donc ça, c'est une question du terrain. Ça, c'est un autre sujet. On n'y est pas encore loin s'en faut. Et puis le deuxième, les Russes et les Américains, qui sont un petit peu les scribes des Russes à l'heure où on parle, bien évidemment, c'est de dire, écoutez, donnez-nous... On l'a vu avec la conversation entre... C'est incroyable. Donc donnez-nous les oblasts, l'affaire est réglée, etc. Donc il y a un vrai débat sur la ligne. Après, il y a le débat, et c'est ce que vous évoquez dans votre question, il y a le débat sur les forces de sécurité qui seraient apportées. Aujourd'hui, les Russes, c'est un niet franc et massif. Donc, encore une fois, c'est un peu la survie de l'armée ukrainienne qui s'est bien battue, qui a été courageuse. Mais le débat politique, malheureusement pour les Ukrainiens, leur impose une réflexion qui est autre. Alors, ils n'avaient pas pensé à ça du tout, j'imagine. Restons sur la tactique et sur le débat politique et sur ce qu'il impose. On sait que la narration est plus importante pour les Ukrainiens que pour les Russes. Non pas qu'elle ne compte pas pour les Russes, mais on va dire que la réalité de l'avancée est plus importante, ce qui est plus concret pour les Russes. En revanche, les Ukrainiens ont été, et je voulais votre avis en tant qu'expert militaire, sur cette stratégie qu'on ne peut attribuer qu'à Syrski, au chef d'état-major, c'est-à-dire de conserver dans les chaudrons jusqu'au dernier moment des hommes jusqu'à ce qu'ils soient complètement encerclés. C'est le cas actuellement de la garnison de Mirnograd, mais ça a été le cas à Bakhmout, ça a été le cas à Avdiivka, Vuhledar, Soudja, Pokrovsk. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que les Russes, là où les Russes avant avaient 1 point ou 2 points, on va dire, maximum, là, maintenant, il y a 8 endroits où des chaudrons sont en voie Gulaïpol, sont en voie de se reformer à nouveau. Et on attend au dernier moment pour pouvoir continuer à dire si on tient Pokrovsk. Je crois que l'armée ukrainienne maintient encore une présence dans les quartiers nord-ouest pour pouvoir dire non, Gulaïpol, Pokrovsk n'est pas tombé, de même que Bakhmout n'est pas tombé à l'époque. Ça a usé l'armée ukrainienne, tout ça. Et c'est Syrski. Comment vous jugez ça? Alors, d'abord, les dates sont importantes. Rappelons-nous, les Ukrainiens perdent une grande ville par an. Oui. 2022, ils perdent Mariupol. 2023, ils perdent Bakhmout. 2024, ils perdent Avdiivka. Et puis, 2025, ils vont perdre Pokrov. C'est perdu. Oui. Donc, le problème, c'est qu'ils mènent un combat symbolique, les uns les autres. Prendre une grande ville, c'est fêter la victoire, etc. etc. Les Russes n'ont pas eu d'angoisse à se retirer de Kherson, qui était proprement indéfendable. Encore une fois, à partir de là, parce qu'il y a différents niveaux.
Oui. Là, on est dans la communication politique. Donc les politiques ukrainiens imposent. Ils veulent absolument, par rapport à leurs alliés européens, par rapport aux Européens, aux Américains, de dire voilà, nous on se défend, aidez-nous, etc. Donc, on défend pied à pied. Le problème, c'est que c'est une suite ininterrompue de défaites, bien indéniablement. Le deuxième point, c'est que Bakhmout, à l'époque, c'était pas Syrski, c'était Zaloujny qui est parti. Et le départ de Zaloujny est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il était chef d'état-major de l'armée ukrainienne, et on sait qu'il y a eu un débat extrêmement vif entre Zelensky et Zaloujny sur justement la manœuvre à mettre en place. Et que probablement le pouvoir politique a tenu à obliger l'armée ukrainienne à tenir Bakhmout, qui est en fait un combat totalement inutile, parce que je veux dire, l'armée ukrainienne s'est usée jusqu'en mai 2023, très concrètement, alors qu'ils étaient plutôt dominants jusqu'en novembre 2022, rappelons-nous. Donc là, ils sont rentrés dans un combat retardateur, défensif, etc. à Bakhmout. C'était Syrski qui pensait qu'il pouvait atteindre Lugansk en passant par Bakhmout. Oui, parce que c'était une logique, c'est une logique en fait qui. Et Zelensky a donné raison à Syrski. Oui, parce que c'est normal, le pouvoir politique a considéré que le fait de tenir, c'était bon dans sa communication. Je veux dire, lui, il est chef de l'État, il a besoin d'avoir des bonnes nouvelles à annoncer à ses alliés en disant aidez-moi, je tiens à Bakhmout, je tiens à Potrov, aidez-moi. C'est dès lors que s'ils sont cul par-dessus tête et qu'ils reculent de 50 km, ils auront moins besoin. Donc je veux dire, c'est que le discours politique est très important pour les Ukrainiens dans le fait qu'ils tiennent. Donc il y a l'agresseur et l'agressé, et l'agressé dit je tiens, aidez-moi. Ça c'est le discours politique et même discours économique, puisque en fait aujourd'hui l'Ukraine doit impérativement être soutenue en termes de finances, de matériel, etc. Le problème de ça révèle un problème majeur, et ça l'armée ukrainienne a de vraies difficultés, c'est le problème de la souplesse. C'est qu'en fait dans l'état-major, un chef, quel qu'il soit, doit être souple dans ses décisions. Il doit être capable de passer de la défensive à l'offensive, de varianter, comme on dit, sa manœuvre. Le problème des Ukrainiens, il n'y a pas de manœuvre. C'est une manœuvre qui est parfaitement linéaire, et malheureusement pour eux, ils ont un rapport de force qui est sans arrêt, qui est toujours négatif, qui est toujours contraire à eux. Ils n'ont pas les mêmes éléments, les mêmes moyens que l'armée russe, qui finalement finit par les grignoter. En plus, les Russes ont évolué dans la manœuvre terrestre. C'est que la guerre des drones impose de telles pertes, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des fronts mous. On n'est pas sur des fronts durs. Donc aujourd'hui, on est sur des fronts mous de quelques kilomètres dans lesquels les unités ne bougent plus, parce qu'il ne se passe pas grand-chose sur le front, et dans lequel on va envoyer une unité d'infanterie de l'ordre du groupe. Le groupe, c'est en gros 10 hommes, de l'équipe 5 hommes, éventuellement une section à une vingtaine, pour, en fait, la nuit, pour essayer de percer, pour essayer de réduire une petite résistance qui a été reconnue dans une maison à tel endroit, avant que les drones arrivent au matin, par exemple, etc. Donc on voit que ce combat, la guerre des drones est une guerre anti-infanterie, et donc l'infanterie s'immobilise. Mais à ce jeu-là, de toute façon, l'armée ukrainienne ne peut pas perdre, parce qu'elle ne peut pas gagner. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est la manœuvre qui fait gagner. Les feux permettent de dominer, d'avoir un rapport de force favorable, mais c'est la manœuvre qui gagne. À un moment donné, il faut bien avancer. Et moi, ce que je crains pour les Ukrainiens, c'est une avancée massive des blindés russes demain matin. C'est qu'ils vont faire, un jour, ils vont se concentrer, parce que je sache, le drone ne tue pas le blindé. Ce sont des missiles anti-chars qui tuent les blindés. Donc s'ils arrivent à avoir un rapport de force suffisamment favorable et percer à un moment ou à un autre, l'hiver pourrait être un moment comme ça. On peut considérer que les Russes ont une capacité de manœuvre qui est supérieure. Je vais terminer par ça, c'est que on voit également dans cette manœuvre le poids du politique sur les décisions militaires. C'est toujours compliqué. Dès lors que le politique impulse Syrski, qui lui-même, donc le chef d'état-major, et qu'il agit en fonction des directives du pouvoir politique, c'est compliqué. Il vaut mieux faire comme les Russes. Poutine, il ne donne pas d'injonction. Il remplace les généraux. Mais exactement. Le gars, et encore, Gerasimov, il a depuis le début de la guerre. En fait, il ne change pas beaucoup. On va dire que ceux qui sont... Mais il a mis Mordichev, qui était quand même responsable de pas mal d'avancées et de beaucoup de prise en compte du retexte russe, et qui a fait vraiment... qui a amélioré l'armée russe. De toute façon, il y a un moment très important chez les Russes, et qu'on n'a pas du tout vu en France. C'est le départ de Shoigu. Alors non, on ne l'a pas vu du tout. C'est Belousov qui arrive. Et Belousov, ce n'est pas Shoigu. Shoigu, c'est un pote à Poutine. Belousov, ce n'est pas un pote à Poutine. Simplement, c'est un technicien de la guerre, c'est un technicien des financements, c'est un technicien de l'organisation. Donc c'est un homme qui est en train de rénover l'armée russe. Et on voit bien que Shoigu est parti il y a à peu près un an, et cette armée russe se transforme à une vitesse incroyable. Sans compter qu'avec Shoigu, il y avait la corruption aussi. La reconstruction de Mariupol, plein de voilà, quoi. Mais disons, on a changé d'air. Belousov, c'est un technicien, c'est un technocrate. Il a des budgets, il fait pas, etc. Il construit des usines, ça se fait pas en 3 jours. Donc c'est pour ça qu'on en voit l'effet
fait qu'aujourd'hui. Donc, et ce changement, il est majeur. Cette armée russe, elle s'est transformée. On parlait tout à l'heure de la relation avec les Chinois, par exemple. Oui. On sait que cette relation où les Nord-Coréens, au passage, cette relation avait été initiée par Wagner, par le fameux Prigojine qui avait lancé cette... Bon, elle a été amplifiée, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette relation industrielle, d'abord, l'outil industriel est devenu extrêmement performant, localement en Russie, pour plein de raisons, hein, le nombre de drones, etc. Et puis deux, ils ont réussi à avoir cette espèce de maillage, je dirais, autour d'eux, ce maillage, je dirais, industriel autour d'eux, avec la Chine, avec l'Iran, avec la Corée du Nord, qui leur permet en fait de compenser les manques qu'ils auraient éventuellement. Parce qu'on est vraiment rentré dans une guerre industrielle, c'est aussi un point qui est fondamental. La guerre des drones a amplifié le modèle industriel. Et c'est marrant, parce que cette guerre, c'est une guerre à deux niveaux. On est sur une guerre... J'ai été nourri au livre de guerre et contre-guerre des époux Toffler, hein, sur les guerres du premier type étaient des guerres agricoles, les guerres du deuxième type industrielles, jusqu'au nucléaire inclus, et troisième type, les guerres cognitives. La guerre cognitive, on n'y est pas tout à fait, même s'il y a, aujourd'hui, va être vraiment le moment de la guerre cognitive, parce qu'on va avoir des machines qui vont finir par compenser les hommes. Mais on en est encore dans une fin de guerre du deuxième type, industrielle. Il y a des robots, il y en a de plus en plus. Oui, voilà, ça se développe, mais on n'y est pas encore. Ouais. Faut pas exagérer. Ouais. Alors ça, c'est de la communication, et la communication, on va y aller probablement, et pas seulement pour compenser les pertes en hommes, mais c'est pour éviter qu'il y en ait surtout. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, les opinions publiques, ça devient un petit peu raide, donc les uns et les autres ont besoin de reprendre des marges de manœuvre et d'avoir des robots. Donc on voit bien que cette partie industrielle, aujourd'hui, très concrètement, alors les Ukrainiens ne sont pas nuls, hein, ils sont plutôt bons, mais ils agissent intramuros. On va dire que c'est un petit peu la PME familiale qui répare ces trucs. De l'autre côté, du côté russe, c'est pas la même chose du tout. On est sur la grosse machine, et là, c'est Béléossov qui met ça en route. Et le fait que le système s'industrialise à ce niveau-là, ça donne un énorme avantage aux Russes qui, encore une fois, ont trois avantages, ont les trois grandes profondeurs. Un industriel, je viens de le dire, ils sont capables de faire après n'importe quoi, je veux dire, en grande quantité et à un prix probablement dérisoire. Le deuxième point, c'est la profondeur géographique, et puis la profondeur démographique grâce aux 145 millions d'habitants, ce que n'ont pas les Ukrainiens. Donc ce décalage fait qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, qui perdent progressivement l'aide américaine, ils ont un problème de fonds à gérer. Et là, on est dans le court terme. C'est pour ça qu'en fait, très concrètement, je pense que Zelensky accepte de rentrer sous les fourches codines américaines. Mais il y a un point très important, c'est qu'il aurait hier envoyé une contre-proposition aux Américains dont on ne connaît pas la teneur à l'heure où je vous parle. Et il reste inflexible sur la question des territoires. Hein, parce que là, on sent qu'il y a vraiment des enjeux de survie politique. Mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Je pense que la Constitution et le modèle ukrainien, politique, Constitution ne l'accepterait pas. Mais deux, je pense que la population ukrainienne aura un vrai, en tout cas les militaires. Justement, récemment, il y a eu pas mal de prise de position des militaires et du chef d'état-major sur le sujet, dans lequel il disait très concrètement qu'il n'accepterait pas de perdre des territoires. Donc là, on est sur un sujet majeur. Le problème... Mais il va bien falloir, si on veut avancer... On n'avancera pas. Il va se passer la guerre continuera. Et Kramatorsk, elle a privé, on part pour encore 1 an, 2 ans, etc. quoi. Mais je retiens une chose que vous venez de dire, là, dans la réflexion que vous avez eue avant, là, sur... essayons peut-être de revenir sur Zaporijjia. Ce qui est intéressant, c'est que le premier plan qui avait été fourni et concocté d'ailleurs avec les Américains, c'est le New York Times qui avait révélé ça il y a 6 mois à peu près. Le premier plan pour l'offensive de 2023 prévoyait une percée précisément au sud pour atteindre la localité de Mélitopol et ensuite celle de Berdiansk jusqu'à Mariupol, de façon à couper en deux les territoires conquis par les Russes. À l'époque d'ailleurs, c'est une géographie très intéressante. Moi j'étais allé à Mélitopol, c'est tout plat. Là, on est vraiment dans la grande plaine ukrainienne où il n'y a aucun moyen, où c'est très difficile de trouver des points d'appui, des points de défense, etc. À l'époque, ce qui était prévu,
par le plan Zaloujny, justement, c'était d'attaquer à un endroit, de refaire un peu ce qu'avait fait Patton à Avranches, c'est-à-dire on concentre 20 divisions sur 8 kilomètres avec 1500 frappes aériennes pour préparer le terrain, et on perce. Ça ne s'est pas produit. La contre-offensive ukrainienne s'est dispersée entre 4 points, 3. Ouais. Je parle souvent de votre contrôle. Est-ce que vous pensez que les Russes, aujourd'hui, pourraient être tentés de refaire, mais l'inverse, c'est-à-dire d'utiliser ce point faible du Sud? On a expliqué Zaporijjia, on n'en est pas, et quand même ils sont très très proches, pour finalement faire une grosse offensive, une grande manœuvre, et du coup perturber complètement, qui pourrait être un peu le coup de grâce d'une certaine façon. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur un combat défensif tellement incroyable. On a parlé sur les réseaux et sur les plateaux télé, on a parlé de guerre de 14-18, etc. Oui. Ce qui était un fait. On avait cette espèce de front immobile et les uns et les autres gagnent quelques kilomètres. Alors les Ukrainiens sont plutôt bons dans le nord, plutôt faibles dans le sud. En même temps, ils ont un problème d'effectifs. Donc c'est vrai, répartir sur 1000 kilomètres une armée, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut avoir des réserves qui puissent intervenir au profit d'un point faible ou d'un autre point faible. Donc c'est extrêmement difficile. Voilà, c'est Azov et quelques bons bataillons qui servent de pompiers. Ils ont des bataillons d'élite qui montent en ligne et qui vont essayer de résoudre, qui vont traiter la question dès lors qu'un adversaire ou un ennemi s'intercale dans le dispositif. Bon, ça c'est le truc normal du combat défensif. Vous avez une force de réserve qui le fait. Ça c'est consommateur en normes. Et le problème de fond, c'est que ça résout rien. Le combat défensif ne résout rien dès lors que vous n'avez pas quelque chose qui fasse bouger. En fait, le problème c'est que un conflit, c'est du symbole. Le symbole, c'est des grandes villes. Pour l'instant, les grandes villes sont les Russes qui les prennent. C'est pas du tout les Ukrainiens. Le deuxième point qui est très important, c'est que les Ukrainiens ont appris à leurs dépens. Mais ils ont appris pas dans le bon sens. Le problème, c'est qu'ils dominaient jusqu'en novembre 2022. Ils ont vraiment été bons. C'est qu'ils ont vraiment mis une claque phénoménale aux Russes qui n'ont rien vu, cul par le ciel, etc. Donc ils ont cessé de reculer. Pourquoi vont-ils s'enquister entre novembre 2022 et mai 2023 à Bakhmout et puis Soledar? Qu'est-ce qu'ils vont foutre là? Là, il faut manœuvrer. Ils étaient sur un modèle de manœuvre. C'était parti. Alors après, effectivement, ils se battent comme des chiffonniers jusqu'au mois de mai. Et après, ils prennent la contre-offensive à partir de juin 2023, un mois après. Et ils partent sans avion. Alors, je dis, bon... Alors, encore une fois, il n'y avait pas de F-16, il n'y avait pas d'avion. Et là encore, Zaloujny avait dit vaut mieux attendre les avions. Mais il était prêt à retarder. Mais c'est évident, il fallait mieux attendre un an ou 6 mois. Il s'est retrouvé à Londres. Oui, mais c'est l'erreur majeure, c'est prendre la manœuvre. Et donc cette manœuvre qu'ils engagent, il faut l'engager avec une règle essentielle quand on est en offensive, c'est ce que vous évoquiez à l'instant, c'est la concentration des moyens. Il n'est pas concentré, il faut du secret et des moyens concentrés. C'est ce qu'ils avaient fait à Koursk. Alors là, le secret était parfait, mais en même temps, c'était un truc qui était quand même relativement limité. Mais rappelons-nous la communication des Ukrainiens juste avant la contre-offensive. Je parle de mai et juin 2023. Il y avait sur les réseaux sociaux et sur les télévisions ukrainiennes, tout le monde faisait... Rappelez-vous, il y avait un truc... ça m'a fait rire, parce que la com n'était pas mauvaise. Hein. On n'en parle pas. Genre, on arrive. Non, je veux dire, c'est une blague. Il ne faut pas parler. Donc le problème, il n'y a pas de surprise. Donc les Russes avaient bétonné entre mai 2023 et juin... Enfin, entre... novembre 2022. Bakhmout, voilà. Jusqu'en juin, dès le retrait de Kherson. Fini. La ligne surovikine, c'était le retrait de Kherson. Et à partir de là, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Russes ont manœuvré. Les Russes ont reculé. Ils ont quitté Kherson, ils ont quitté Kharkiv, qui était inaccessible pour eux. Pas les moyens, pas les trucs brutaux, etc. Mais en fait, ils reculent. Et en fait, les Ukrainiens ne voient pas la manœuvre. Et au lieu de dire, on y va, on prend un endroit le plus faible, on fonce, le problème, encore une fois, qu'avaient les Ukrainiens, ça c'est vraiment l'histoire qu'il écrira, c'est cette espèce de point fixe, d'espèce de fixette sur la Crimée. Le fait que Zelensky dise en permanence « je vais aller me baigner dans la mer Noire », etc., la Crimée. C'est pour ça, en fait, qu'il démarre à Zaporijjia. Et que le plan, il est à Zaporijjia en direction de Mariupol. Ils veulent reprendre Mariupol, symbole numéro 1 de 2022, et ils veulent aller en Crimée. Et le problème, c'est qu'ils ne raisonnent pas. Enfin, ils pensent que les Russes sont des nuls. Il ne faut jamais considérer que son ennemi est nul. Ça, c'est article 1. Ils l'ont fait. Ils disent, ils sont trop nuls, vraiment, on y va. Comme nous, sur les télévisions, sur le plateau télé, on expliquait que les Russes étaient vraiment crasseux et qu'ils étaient nuls. Aujourd'hui, il faut s'en méfier. Aujourd'hui, on se dit qu'ils vont rentrer dans les pays de l'OTAN. Donc, vous voyez à quel point... Vous pensez que globalement, cette communication, je repense à Kherson, je repense à l'est de Kharkiv, qui ont été attribuées comme des victoires. La libération de Kherson avait été célébrée comme majeure. Vous dites, les Ukrainiens ne prennent pas de ville. Là, ils ont repris
pris cette ville. Encore que... Il n'y a pas eu de combat à Kherson. Il n'y a pas eu de combat. Les Russes se sont repliés. D'ailleurs, je crois que les Américains ont même admis qu'ils n'ont même jamais vraiment su quand les 20 000 soldats qui étaient présents sur cette partie c'est là qu'on voit qu'ils ont traversé le Dniepr. Les Russes étaient très manœuvriers parce que Kherson est vraiment du côté ouest du Dniepr. Le Dniepr, dans cette partie-là, est très large. Ils ont compris que si à Kherson, ils n'ont pas fait Mariupol pour le coup. Non. Ils sont que s'ils restaient coincés, l'armée ukrainienne pourrait les prendre. Là, il y aurait une victoire symbolique. Et là, ils ont manœuvré. C'est là qu'on voit que le chef d'état-major de l'époque, donc Gerasimov, a donné l'ordre de reculer, de franchir. C'est là qu'on voit que les Russes manœuvrent, contrairement à ce qu'on imagine. Ils ont reculé comme à Kharkiv. Ils ont compris que c'était pas possible. Ils se sont installés sur une ligne défensive. Et ils ont créé quoi? Ils ont créé Bakhmout avec Wagner. Et là, c'était le tam-tam. Vous savez, savoir est bien, savoir faire est mieux. Mais savoir ce que l'on fait, qu'on fait gloire et profit. C'est-à-dire qu'ils ont créé un appui de fixation, et en fait, ça a été le miroir aux alouettes pour les Ukrainiens, qui n'ont pas compris ça. Et malheureusement, moi j'estime qu'à partir de novembre-décembre, il manquait de moyens. Mais le mouvement était... Ils avaient le mouvement, ils avaient l'initiative. Il ne fallait pas s'arrêter. Mais il ne fallait pas aller sur des points fixes, il ne fallait pas tenir à Bakhmout, il fallait prendre des moyens blindés, etc. Après, ils auraient eu des pertes, etc. Mais il fallait bouger. Le problème, dès lors que le front s'immobilise, dès qu'on a Bakhmout, c'est incroyable, juin 2023, ça fait quand même 2 ans et demi. Là, on va arriver à la 3e année où, en fait, pas grand-chose à bouger. Ils ont perdu combien? Ils ont perdu quelques centaines de kilomètres. La ville à l'ouest. C'est tout, et pas grand-chose, une espèce de combat retardateur dans lequel ils ne peuvent pas gagner. C'est la Russie qui est en face de vous, c'est ce que j'explique à mes camarades. C'est pas un pays... Vous voulez dire que vos camarades ne sont pas tout à fait d'accord avec vous? Il y a des débats, au sein des militaires, il y a des débats. Mais le problème, c'est que si on part sur l'idée que les Russes peuvent perdre la guerre, c'est une erreur. Ils ne peuvent pas perdre la guerre. Ils n'ont jamais perdu une guerre, alors ils se prennent des claques au début. Après, il faut intégrer le fait que... Ils vont souvent au bord du vide. Ils sont souvent, ils vont très loin. Ils vont très loin au bord du vide. Ils incendient Moscou, les Allemands à 11 km. Bref. Vous savez, c'est les dessins animés où le gars il est dans le vide puis il fait demi-tour pour revenir. C'est un peu ça, on y est un peu. Mais le problème, c'est la Russie. Vous vous rendez compte, et dans lequel vous avez un Poutine qui a lui magnifiquement, et ça faut le dire tel que c'est, qui a magnifiquement raisonné le cadre politique en recréant une relation incroyable entre Moscou et Pékin. Cette espèce d'axe incroyable on voit qui est indestructible. Notre président a été en Chine il y a quelques jours. La trajectoire chinoise n'a pas bougé d'1 millimètre. Au contraire. Le deuxième point, on voit bien que cette espèce d'axe stratégique, il est nourri par une matrice qui est une matrice, je dirais, euro-asiatique autour de l'OCS, avec un débat sur une espèce de... on va se défendre contre l'Occident, etc., etc. Et puis cette deuxième matrice euro-asiatique, elle est elle-même dans un cadre qui est le Sud global. Et aujourd'hui, on voit le combat des valeurs. C'est le cauchemar de Zbigniew Brzezinski, quand on relit... Parce que le Grand Échiquier fait partie des livres qu'on cite souvent sans que très peu de personnes l'aient réellement lu, mais le point principal, c'est ça. C'est l'absolu cauchemar du néoconservateur américain qu'il était, c'est de voir la Chine dans les bras de la Russie. Et on y est, et ça tient vraiment. Et donc, Trump pense peut-être amadouer la Russie et la faire sortir du truc. Alors le problème, c'est que ça, c'est son obsession. C'est le joker final, c'est la surprise du chef, comme on dit. C'est qu'en fait, il y avait un monde occidental avec les 32 pays de l'OTAN, plus Israël, plus l'Australie, plus la Nouvelle-Zélande, etc., la Corée du Sud et le Japon. On avait une espèce d'ensemble qui était plutôt homogène grâce à l'OTAN. Donc on avait une espèce de monde homogène, et en fait vous avez un Sud global qui disait ce monde ne nous intéresse pas, ce monde nous a colonisés, ce monde a des valeurs qu'on ne reconnaît pas, donc il y avait un combat sur les valeurs. Le problème, c'est que vous avez Trump qui arrive, janvier 2025, c'est pas si vieux que ça, et patatras, il considère quelque part qu'il se reconnaît davantage dans les valeurs poutiniennes et Xi Jinping que dans les valeurs de l'Occident. Et donc ça crée un vrai problème, c'est que là on est sur les doctrines géopolitiques récentes, où dans lesquelles vous avez les 3 grandes puissances qui se reconnaissent, entre guillemets, de la doctrine de Monroe 1823 ou 32, avec c'est le président américain qui considérait que chacun était dans son tube. Donc on a les États-Unis qui ont une problématique, je dirais, sur le continent américain, en intégrant le Groenland, avec une possibilité, avec l'ouverture de l'Arctique, etc., la fin, entre guillemets, avec la fonte des glaces dans l'Arctique. Vous avez une zone asiatique qui est dominée par la Chine, qui a une problématique, évidemment, sur la mer de Chine,
avec les détroits de Malacca, etc. Et puis vous avez une zone centrale dans laquelle on était abandonné. Et c'est là qu'on voit, on se rappelle tous du discours de l'Europe, rappelons-nous, de l'Atlantique à l'Oural. Et donc vous aviez effectivement ce troisième tube que le général de Gaulle avait imaginé, avec cet ensemble européen, Russie européen, qui en fait avait une zone d'action, qui était la zone d'action, la zone d'influence, comme les Américains et comme les Russes, qui était en fait sur le Moyen-Orient et sur l'Afrique. Et on voit bien d'ailleurs toute la politique de colonisation autour de ça. Le problème, c'est que dès lors que vous avez, l'État américain et vous avez Trump qui dit « moi ça ne m'intéresse plus », en fait, qu'est-ce qui se passe? Il laisse le gros lourd, contrairement le Russe, dominer cette partie centrale. Et cette partie centrale, aujourd'hui, le Russe, il a 3 sous-zones, et malheureusement, c'est le drame français, c'est que, première sous-zone, le Moyen-Orient, d'influence. Deuxième sous-zone, l'Afrique. On voit qu'il y va depuis 2018 massivement. Et troisième sous-zone, c'est l'Europe. Donc la rétractation, américaine provoque de fait le fait que les Européens et nous Français, on se trouve sur une zone d'influence russe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Européens cherchent à se débattre dans ce problème de fond. C'est qu'on n'a pas la solution. C'est qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on est nous-mêmes, on n'a plus les moyens, parce que nos armées, elles sont petites, elles sont ce qu'on voudra, elles sont vaillantes, etc. Surtout l'armée française, principalement. Qui a investi. Mais le problème, elle est pas de taille. Elle est trop petite, bien évidemment. Les Européens sont trop petits. Alors tout le monde investit. Mais rappelez-vous le général de Villiers, ce qu'il a dit il y a 48 heures. Il a dit, il a parfaitement raison, on peut recréer une armée, mais il faut entre 5 et 10 ans. Il faut recréer une doctrine, recréer des alliances, racheter du matériel, se doter d'un outil industriel qui refabrique des choses, etc. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a des distorsions incroyables sur le SCAF, sur l'avion du futur entre les Allemands, et puis sur le char du futur entre les Allemands et les Français, etc. Les Anglais ne sont pas en reste avec leurs blindés qu'ils veulent vendre, etc., etc. Donc le problème, on a cette division incroyable, et tout ça, ça a été provoqué, encore une fois, par le fait que les 3 grandes puissances chinoises, russes et américaines jouent leur propre carte dans leur propre secteur. En fait, on a été très concrètement abandonnés, ça je le dis très clairement, abandonnés. Les Américaines ont dit, écoutez, débrouillez-vous, l'affaire est calée, débrouillez-vous. On va payer très cher, à mon avis, les critiques acerbes de nos dirigeants au moment des élections. Bien sûr, parce que Trump n'oublie rien. C'est dingue. On a passé notre temps à expliquer que Trump est un imbécile, un facho. Maintenant, le gars, il a la liste des gens. Donc, il sait très bien qui a dit quoi sur lui, etc., etc. Donc, il est en train de régler ses comptes. Il dit, réglez vos comptes. On a raté un coche. Gilles Evans, rappelons-nous, le vice-président américain, en février 2025, il y a quelques semaines, à Munich, il est extrêmement précis. Il dit très concrètement qu'on est dans une situation extrêmement difficile et que l'Europe n'est plus que c'était. D'où la sortie, là, je pense qu'on va en parler, la sortie du National Security Strategy. Bien sûr, allons-y. Qui est le grand... Là, c'est gravé dans le marbre. C'est pas simplement... C'est écrit. Voilà. C'est plus des paroles. Là, c'est la doctrine, la doctrine américaine, 33 pages. Nous, Français, on aurait fait un truc comme ça. C'est un acte de divorce? J'irai pas jusque-là. Ou de vassalisation? Non, j'irai pas jusque-là. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Je pense que c'est pas. Je pense que c'est la reconnaissance de ce qu'on est devenu. On est devenu faible. Je veux dire que un divorce, il peut y avoir. On peut se reconnaître la force de l'autre. Donc on va finir par s'en méfier. Et quand on passe chez le juge peut vous dire non, bougez pas, vous allez payer tant. Donc ça peut mal se passer. Là, la question n'est pas là. Il dit vous avez une situation qui est catastrophique. C'est le discours américain qui était déjà latent, puisque les messages étaient parvenus à l'Europe. Mais là, pour le coup, c'est écrit noir sur blanc. Et quand vous voyez ce National Security Strategy, qui est ce qu'on appelle, nous, en France, on appelle ça une revue stratégique, quelque part, la doctrine américaine pour le pouvoir de Trump, pour les quelques années qui restent, les 3-4 ans qui restent, 3 ans qui restent, on voit bien qu'il y a quoi? Premier point, ça c'est incroyable, c'est que l'Europe en prend plein la tête. Moi j'ai dit souvent, c'est la boîte à gifles qui vient d'être ouverte. Disparition civilisationnelle. Ah non mais c'est incroyable, les termes utilisés sont incroyables, et une espèce de détachement par rapport à l'Europe, par rapport à ses efforts, qui est quand même relativement exagéré, il ne faut pas exagérer, mais c'est vrai que c'est une espèce de... On écrit noir sur blanc que nous sommes des bons à rien. Et non seulement nous sommes des bons à rien, mais en plus, on est sous influence islamiste. Mais pas à venir, on y est. Donc il considère qu'on est aujourd'hui un État islamiste. Mais il y a un point qui est incroyable, où quand il dit toute une part, dans ce document qui mérite d'être analysé, lu et relu, c'est qu'il dit très concrètement que les pays de l'OTAN, donc une partie des pays européens, peuvent être contrôlés demain par des islamistes.
Est-ce qu'on peut... Alors, la phrase est la suivante. Est-ce qu'on peut accepter qu'un État otanien soit contrôlé par un État islamique? C'est incroyable. Oui, oui. C'est vraiment... Enfin, moi, quand j'ai lu ce document, je suis tombé de l'armoire. C'est impensable. Cela dit, de mettre un djihadiste au pouvoir en Syrie, ça ne semble pas les déranger beaucoup, les Américains. En Angleterre, il y a déjà des maires qui sont musulmans. Donc on voit bien qu'il y a une tendance qui est une tendance lourde. On voit bien aujourd'hui la résistance de certains États européens, la plupart d'ailleurs, sur cette montée de l'islam. Donc il faut contrôler évidemment cette immigration et ce modèle musulman qui se mettrait en place. Donc c'est le vrai sujet. Mais nous, on le sait inconsciemment, parce que nos opinions publiques, elles nous le disent, évidemment. Le problème, vous avez l'allié principal otanien qui vous le dit. Et c'est ça le problème de fond qu'on a. C'est que jusqu'à présent, et c'est ça la réalité de ces 33 pages qui sont extrêmement dures, c'est que c'est quoi la réalité? C'est l'OTAN aujourd'hui, qui était vraiment le parapluie protecteur sur les États européens, c'était l'association, l'équipe de foot, dans lequel il y a les arrières, les avants et les milieux de terrain. Et là, vous avez l'arbitre, le milieu de terrain, il dit, ah ben non, j'ai oublié de vous dire, je m'en vais, je me tire. Parce que c'est ça le truc final. Donc aujourd'hui, il y a une double école en Europe qui dit, il y a deux options. L'option 1, on reste sur un modèle otanien dans lequel on va être dedans, mais dans lequel les Américains, on va faire la guerre avec eux, s'ils ont un vrai problème, on fera avec eux, s'il y a un truc quelque part qui les concerne eux, parce que c'est ça, hein, l'OTAN va venir, Groenland, etc., etc. Ou bien, les Américains vont dire, non, l'OTAN c'est moi, je fais ce que je veux, ou bien je pars. Il faut savoir que 75% du matériel de l'OTAN, c'est matériel américain. Tout à l'heure, je parlais des moyens, des moyens satellites, etc., de renseignement pour l'Ukraine. Ce sont les moyens ISR, ce sont les Américains. Les moyens de transport longue distance, long courrier, les Galaxy, etc., il n'y a que les Américains qu'on a. On n'en a pas. Et 60% des armements achetés par l'Europe sont américains. En plus, on est doté de matériel américain. Ça, c'est le double effet qui se coule, comme on dit. Hein. Et là, c'est le drame des Français, c'est que nous, on a du matériel, et les Européens... ne l'achètent même pas. Mais pourquoi? Parce que le problème, tout le monde a compris le problème. Donc, chef, ne nous abandonne pas. Reste avec nous un tout petit peu, petit peu en plus. Donc, je suis prêt à tout, etc. Est-ce que les Allemands, les Belges, même les Britanniques, est-ce qu'ils sont prêts à accepter que les Américains quittent l'OTAN? Mais ils ne peuvent pas. Parce que je veux dire que c'est une espèce de fin du monde. Les Français, c'est un cas un peu différent. C'est qu'on a toujours pratiqué une forme de particularisme au sein de l'OTAN. Alors, un peu moins maintenant, mais parce que le président Sarkozy nous a fait revenir dans l'encadrement intégré. Mais avant, on avait du De Gaulle, du ni Trust ni Soviet. Quoi. On cherche toujours notre Churchill. Hein, et pour l'instant, on ne l'a toujours pas trouvé. Mais le fait que ce document ait été écrit, qu'il soit aussi violent que ça, qu'il est violent, indéniablement. Deux, et derrière, en filigrane, c'est l'OTAN, c'est plus avec vous. Donc vous débrouillez-vous, maintenant vous êtes gentil garçon, faites un mot européen, mais on ne peut pas. Là aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Alors quelles sont les options qu'on peut avoir nous Européens? Moi je dis souvent, soit on continue de cacter comme des poules dans le poulailler, on tourne le poulailler en cactant, en disant que c'est horrible ce qui nous arrive, etc. etc. Article 1, c'est possible, je ne connais pas la fin de l'histoire. Deuxième, les Français ne feront pas ça, j'imagine, mais on caquette quand même un petit peu. Le deuxième point, c'est de se dire, on fait un truc rapide. Et là, les Français ont une carte à jouer. Parce qu'on est les seuls à avoir un armement nucléaire. Que je sache, c'est l'armement ultime permet d'être leader de quelque chose. Et à ce moment-là, on fait une OPA sur le truc, on dit écoutez, on se bouge les fesses, alors je suis un peu trivial, mais on se bouge, on réarme, on trouve des solutions, et on voit ce qu'on peut faire. Mais le problème de tout ça, c'est le timing. On ne peut pas inventer demain matin une armée européenne, c'est impossible. Donc il faut recréer des armées nationales, les redynamiser pour recréer quelque chose. Mais ça va demander des années. Mais 10 ans, dit le général de Villiers. Et le problème, c'est que nous, on est prêt à fournir une force de réassurance. Vous savez, je suis un technicien de ça, mais je suis même un balayeur de cours, quoi. Je suis vraiment le gars qui compte les boutons, etc. C'est pathétique. Mais supposons qu'on doit fournir 20 000 hommes. Supposons, c'est une option qui n'est pas écartée, parce que si on veut être leader d'une opération en Ukraine, c'est tant que les Russes acceptent. C'est ce que Macron a... 20 000 hommes, c'est pareil le niveau minimum. Les Anglais pourraient fournir, ils ne peuvent pas faire 20 000 hommes, je peux vous dire, ils vont mettre 10 000 hommes. On va dire que les Allemands fourniraient 20 000 hommes, et les Polonais, ils n'iront pas, mais supposons qu'il y ait 20 000 hommes disponibles, etc. Donc on est sur un modèle, il faut au moins 20 000 hommes pour exister dans le système. Le problème, on a une armée de terre à 7 brigades. Une brigade, c'est 7 000 hommes. On a une force combattante de 50 000 hommes. On n'a que 2 brigades blindées.
Bon, alors, Et pour 20 000 hommes, il en faut en arrière il faut 20 000 qui se préparent. Voilà, c'est ça. Il faut 20 000 qui se préparent. Ouais. Donc il serait projeté pour combien de temps? Ouais. Pour au minimum 6 mois ou 1 an. Ouais. Vous vous rendez compte des rotations, Ouais, ouais. 20 000 hommes à chaque fois? Ouais. Et c'est extrêmement compliqué. Ouais. Après, il faut le système de commandement, il faut tout ce qui Ouais. va autour, il faut les appuis, il faut le soutien. Je veux dire, aujourd'hui, notre armée, elle n'est pas outillée pour projeter 20 000 hommes. On a fait un exercice d'Achian, je ne sais plus quoi, la semaine dernière, qui visait à projeter une brigade blindée en Roumanie. 7 000 hommes, c'était la 7e division blindée de Besançon. Grosse division, belle division, des Leclerc, etc. Bon, les résultats, j'attends de les voir, mais la logistique, c'est compliqué. Les ponts qui sont dans l'est de l'Europe ne supportent pas le poids de nos blindés. L'écartement des voies ferrées n'est pas le bon. Troisième point, on n'a plus de compagnie de génie ferroviaire. On n'a plus qu'un petit unité ferroviaire. On n'a pas les gros porteurs. Est-ce qu'on a la marine qui est pas de transport? Donc il faut prendre des bateaux civils pour aller dans les ports civils, pour rejoindre tout ça. Vous vous rendez compte que ça représente? Donc il faut repenser un modèle qui existait jusqu'aux années 90, un modèle qui projetterait une partie de notre armée. Ça, c'est Et à côté de ça, vous avez des Russes qui sont capables de vous faire des ponts comme ça. Leur génie est absolument... C'est incroyable, quoi. Mais c'est resté une armée conventionnelle. On a un pont, c'est ça. Un pont qu'on peut mettre... les plans photomotorisés ont été mis à la classe. Tous les PFM, etc. Fou, et on veut faire même un service militaire, on n'a plus les casernes. Mais rappelons-nous, parce qu'on parle de ponts, ce qui est très intéressant, c'est qu'en Europe de l'Est, il y a en gros une coupure tous les 50 km. Donc on sait qu'on va avoir un problème de flotte tous les 50 km, ce qui est beaucoup. Si vous avez 5000 km à faire, ou 3000 km, comptez le nombre de coupures que vous allez avoir. Donc on a un vrai sujet. Maintenant, le problème des services militaires, c'est un vrai sujet aussi, et c'est un bon sujet. Parce que le problème, c'est que quand vous avez projeté 20 000 hommes, que votre armée s'est projetée, etc., supposons qu'on y arrive, et on y arriverait. En tout cas, c'est un fusil à un coup, minimum. Le mec resterait 1 an, pourquoi pas. Il faudrait trouver la solution. Mais le problème, c'est la défense opérationnelle du territoire. Aujourd'hui, on voit bien que la problématique qu'on a, c'est la guerre des drones. On a des drones qui passent au-dessus de l'île Longue. On a des drones qui passent au-dessus de la base de Creil. On a des drones au-dessus des aéroports. Qu'on n'arrive pas. Alors, expliquez-moi, c'est mystérieux, on n'arrive pas à les abattre, on ne sait pas d'où ils viennent. Qui fait ça? C'est Poutine? C'est une maladie, c'est une espèce d'épidémie. En fait, le discours officiel, c'est que concrètement les Russes nous déstabilisent en menant des opérations, mais à l'heure où je vous parle, je n'en sais rien. On va supposer que oui, mais moi je me dis, vous savez... C'est quand même étonnant qu'il y a des drones au-dessus de l'île Longue, c'est quand même le sanctuaire, l'endroit le plus surveillé de France. Ah oui, on n'arrive pas à savoir qui c'est, on n'arrive pas à les... Le problème, c'est que le drone, l'île Longue, c'est au bord de l'eau. Le drone va arriver à peu près 1 mètre au-dessus de la flotte, totalement invisible. Donc, il est totalement invisible. Il est quasiment dans l'écume des vagues. En plus, ça s'est passé la semaine dernière où il y avait eu du vent. Donc, il y avait des vagues de 2-3 mètres. Je peux vous dire, le drone, il est au-dessus de tout ça. Personne ne fait la différence. Premier point. Le deuxième point... Mais on n'a pas prévu ça dans la défense de l'île Longue? Si, le problème, c'est qu'ils ont tiré. On sait qu'il y a eu des tirs. Ils n'ont pas tiré, ils ont brouillé, je crois. Voilà, ils ont brouillé, mais ils ont tiré. Je pense qu'ils ont dû tirer. Donc, on développe aujourd'hui des outils. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas récupéré la bestiole, et dans toute l'Europe, vous remarquerez qu'il n'y a qu'en Pologne qu'on a récupéré des débris. Ça, parce qu'il venait d'Ukraine. Voilà, et puis et donc bilan, c'est son droit. On sait qu'il y a des drones, et des drones qui n'étaient pas armés, rappelez-vous. Non, ils portent ça. C'était des maquettes, Il y avait un jeu russe qui visait à déstabiliser, ça c'est vraiment le modèle russe. C'est un drone d'observation. C'est une manière d'agacer le dispositif, pour faire court. Mais tous ces drones au-dessus de l'Europe, c'est vrai, il va falloir les trouver. Donc il faut, avoir une solution, en tout cas, il faut avoir une information sur la provenance de ces drones. 2, il faut commencer à les détruire sérieusement. Donc il faut avoir des outils, il faut les avoir. Donc une fois il faut que le radar qui repère détruise le drone, quelles que soient les conditions. Le problème, c'est qu'il y a un argument qui dit ouais, mais si on détruit le drone, supposons que ce soit un drone de grande dimension, parce qu'on ne connaît pas la dimension, s'il tombe, s'il est armé ou s'il y a de l'explosif, s'il tombe sur les populations, c'est un autre sujet. Donc on est très embêté, c'est que cette guerre des drones, elle arrive chez nous progressivement et on n'est pas prêt parce que c'est compliqué à gérer. Moi, j'ai suivi il y a quelques années les drones qui surveillaient les centrales nucléaires. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'est difficile à gérer, donc il faut mettre des filets, mais aujourd'hui, il n'y en a pas partout. Il faut mettre de l'armement, etc. C'est compliqué, donc on va vers un modèle en hérisson. Il va falloir trouver un système de dôme de fer anti-drone. Pas gagné. Pas gagné. Écoutez, Père de Jong, c'était passionnant. Merci en tout cas d'être venu et on
On poursuivra ce dialogue. Il y a plein d'autres questions. On aurait pu aborder aussi la question de la corruption en Ukraine, qui est, à mon sens, devenue une arme aussi pour les Américains pour faire plier Zelensky. Bref, on est quand même dans une phase où, malheureusement, je pense que vous en êtes convaincus aussi, la guerre va continuer. Et je crois que malheureusement, on va se retrouver dans 6 mois dans une situation. D'ailleurs, Trump l'a dit. Il a dit, vous vous souvenez, en janvier, quand j'avais apostrophé Zelensky, s'il avait accepté à l'époque, il serait dans une meilleure position qu'il l'est aujourd'hui. Et je pense que dans 6 mois, ça sera aussi pareil. Il y a un vrai sujet, c'est que le recul américain va provoquer une guerre qui n'est pas du tout dans les mêmes conditions que les 3 années de guerre. On va vers un nouveau modèle de guerre dans lequel l'allié américain, je ne suis pas sûr qu'il soit très présent. Donc là, ça va nous mettre, nous, Européens, en première ligne. Et ça va être très difficile à gérer, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est massivement, l'Europe, de façon générale, sans rentrer dans les détails hongrois, etc., l'Europe cherche à dire, voilà, on est derrière Zelensky, quelles que soient les conditions. Et ça va nous engager, nous, Européens, dans une relation avec la Russie qui va être de plus en plus tendue. Donc ce n'est que partie remise. On en parlera, on n'a pas fini d'en parler, hélas, je vais le dire. Merci Père de Jong, merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous reviendrez encore plus nombreux et qu'elle vous a plu et que vous nous referez l'honneur de revenir sur la chaîne Omerta pour la prochaine édition du Grand Entretien. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite et je vous dis portez-vous bien et à très bientôt. Salut.